Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Peut-être certains d'entre vous se sont déjà fait hypnotiser. La personne que vous avez eue en face de vous a dû être formée pour pouvoir le faire dans les règles de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Camille qui forme des gens à l'hypnose depuis plus de 15 ans. Il y a certaines parties du cerveau qui sont plus activées, d'autres qui sont moins activées. Donc ça, c'est montré, c'est publié, il n'y a pas de doute là-dessus. Imaginons une maman qui a une rage de dents, qui a une terrible douleur et qui souffre beaucoup. Cette même maman a une petite fille. Cette petite fille tombe dans l'escalier. La maman se précipite, la petite fille pleure et hurle, et la maman vient s'en occuper. D'abord la rassurer, la cajoler, soigner une petite plaie, enfin il n'y a pas eu de gros dégâts. Vous croyez que la maman ressent encore sa douleur ? Pendant toute cette phase-là, elle aura complètement oublié qu'elle avait une douleur dentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a été complètement focalisée sur autre chose. C'est comme ça que marche la conscience. Camille Griselin, bonjour, merci d'être venue jusqu'à moi à La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à être formatrice en hypnose? Merci déjà de m'avoir invitée. Donc, j'ai fait des études de commerce, donc ça ne me prédestinait pas forcément à ça. Pourtant, dans le commerce, on apprend quand même à écouter le besoin de l'autre. Donc, j'étais beaucoup à l'écoute des gens. J'ai eu notamment un magasin pour enfants avec des jouets en bois et des meubles sur mesure pour les enfants. Et souvent, les clients venaient en me demandant des conseils, mais ils disaient surtout que ça leur faisait du bien. C'était déjà un peu thérapeutique de venir là. Ils venaient un peu guérir leur enfant intérieur. Et puis, j'ai continué dans le commerce. Et un jour, je suis tombée sur un livre qui parlait de l'hypnose en 1950. C'était un Américain qui découvrait ça et j'ai trouvé ça génial. Donc, à l'époque, en 2009, on ne parlait pas du tout d'hypnose. Il n'y avait pas Mesmer à la télé. Et j'ai trouvé une formation sur Paris. Donc, j'y suis allée et j'ai décidé de me lancer. Donc, au début, j'étais dans un petit village de 1000 habitants. Je ne pensais pas du tout que ça prendrait autant d'ampleur. Et ça en a pris tellement que j'avais plus d'1 an d'attente. Les clients ne pouvaient pas reprendre rendez-vous tout de suite parce que j'avais trop de monde. Donc, j'ai commencé à former des gens pour qu'ils puissent m'aider à répondre à cette demande. D'accord. Donc, une formation de commerce. Quand on fait du commerce, généralement, c'est qu'on aime le contact avec les gens, on est plutôt à l'aise. Mais aujourd'hui, c'est plus thérapeutique. C'est réglementé comment l'hypnose ? Qu'est-ce que c'est l'hypnose ? On va présenter un peu l'hypnose au global et puis rentrer un peu plus dans le détail après de comment on forme des gens à l'hypnose. Alors, l'hypnose, déjà, c'est quelque chose de naturel. À chaque fois qu'on est concentré sur quelque chose, qu'on soit en train de conduire, de lire, on est en état d'hypnose. Parfois, en voiture, on se dit « Oh, je suis déjà là, j'ai pas vu la route passer ». En fait, ça, c'est un état d'hypnose. D'accord. Donc déjà, c'est quelque chose de naturel. Et c'est pas moi, la praticienne, qui met la personne en hypnose. Je l'aide à se mettre en hypnose. Comme on peut pas endormir un enfant, on l'aide à s'endormir. Donc déjà, voilà, c'est naturel. Ensuite, au niveau de la réglementation. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne peux pas aller dans un hôpital aider une personne à être opérée sous hypnose. Ça, c'est pas mon métier. C'est des médecins, infirmiers, anesthésistes. Et ça, c'est pas de notre ressort. Maintenant, l'hypnose n'est pas reconnue comme un véritable métier. Donc, il n'y a pas réellement de réglementation. Pourtant, quand on veut s'installer, il nous faut une assurance. Et cette assurance, elle demande quand même un certificat. Certificat que mon école ou d'autres fournissent. D'accord. C'est quelque chose qui est reconnu par l'État, ce certificat ? Pas du tout. Mais l'assurance, elle le prend quand même. Elle en a quand même besoin. Elle mène quand même son enquête pour voir à quelle école ils ont affaire. Oui, il y a peut-être des règles, des normes un petit peu où ça met tout le monde d'accord, quoi. Voilà. Et donc, tu découvres l'hypnose, tu décides de t'y mettre finalement, tu dis je vais hypnotiser des gens. Ça se présente comment, tes premières séances raconte un peu comment ça se passe. Donc, petit village de 1000 habitants, comme je te disais. Donc, je ne pensais pas du tout que ça prendrait une telle ampleur. Au début, je fais ça dans mon salon. Je me sens tellement pas légitime que j'ai une blouse d'infirmière pour sembler crédible. Ouais. Blouse que j'ai vite enlevée, parce que j'ai bien compris que ça servait à rien. Mais voilà, je mets en place un système. C'est que les gens payent la première séance et ils peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent gratuitement jusqu'à ce que ça ait marché. D'accord. Pour qu'ils voient bien que je ne suis pas une charlatan, je ne cherche pas à les arnaquer, je cherche vraiment à les aider. Et en fait, même si les gens sont moins impliqués quand ils ne payent pas, moi, ça m'a permis de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas par rapport à ce que j'avais appris et de modifier, en fait, la méthode ericksonienne que moi, j'avais apprise.
j'ai apporté des nouvelles possibilités pour que ça corresponde vraiment à ce que je ressentais. D'accord. Donc, tu apprends une méthode et toi, après, tu l'affines, tu la mets à ta sauce, entre guillemets. Ça consiste en quoi, toi, ta méthode aujourd'hui, quand tu dis je vais hypnotiser quelqu'un ou vous faire apprendre telle méthode d'hypnose? Alors, une séance d'hypnose, la personne, en général, a les yeux fermés. Elle va écouter des histoires que je vais lui raconter. Ces histoires, elles sont un peu comme un aimant d'aquarium. Tu sais, pour nettoyer les aquariums, il y a un aimant à l'intérieur, un aimant à l'extérieur. Moi, je suis à l'extérieur et le client, symboliquement, il a son aimant intérieur. Et quand je vais raconter, par exemple, l'histoire d'un petit garçon, toi, ton aimant intérieur va aller voir ton enfance. Quand je vais parler du collège, ton aimant intérieur va aller voir ce qui s'est passé, toi, dans tes années collège. Si je parle d'un deuil, il va aller voir tout ce qui peut être fait chez toi pour faire des deuils. Et en fait, mes histoires vont emmener ton aimant intérieur à aller voir ce qui a besoin d'être accueilli au niveau des émotions et des bugs aussi de l'inconscient. Donc, dit comme ça fait très psychologie, psychanalyse. Ça me fait penser. En plus, tu parlais des gens qui sont qui sont plus ou moins impliqués quand ils payent. Ça fait très Freud comme principe. C'est presque une branche peut-être de la psychologie, dit comme ça. C'est une autre méthode qu'une séance de psychanalyse ou de psychologie classique. Alors moi, je ne pose aucune question à la personne. Elle ne va pas me raconter sa vie. Et en lui racontant des histoires, par contre, je vais observer son visage. Et son visage, il va avoir plein de micro-expressions. Par exemple, si je te parle de ton père et que tu as de la colère envers lui, tu vas avoir la ride du lion sur le front qui va apparaître. Si je parle de ta mère et que tu as de la tristesse, ton menton va trembler parce que la tristesse apparaît. Donc, il y a des petits signes comme ça qui me montrent si tu es touché ou pas par l'histoire que je suis en train de te raconter. Et en fonction de ça, je vais aller creuser là où tu es touché et je vais continuer si tu n'es pas touché. Et c'est vraiment ton inconscient qui va m'emmener au bon endroit. Donc, je n'ai pas besoin de connaître ton histoire pour pouvoir t'aider. D'accord, donc c'est beaucoup d'analyse non verbale en fait, pour après résoudre un problème. C'est quoi le profil des gens qui viennent à toi ? Alors, on peut vraiment tout faire. On a autant des personnes qui n'ont pas de problème, par exemple des sportifs qui veulent juste améliorer leurs compétences, des personnes qui vont passer le bac, un examen, que des personnes qui ont des soucis physiques ou des personnes qui ont des peurs. C'est vraiment ce qu'on a le plus, c'est l'anxiété, les phobies, toutes les personnes qui ressentent un mal-être. Ça, c'est ce qu'on a le plus. Est-ce que tu vois une croissance peut-être de ce type de problème ou pas Oui, depuis le confinement, c'est la demande numéro 1, l'anxiété. Alors qu'avant, à mes débuts, la demande numéro 1, c'était le tabac. Le tabac, oui, je pense qu'on connaît tous autour de nous quelqu'un qui s'est fait hypnotiser pour arrêter de fumer. Le confinement, c'est un vrai sujet. Il y a quand même une bascule autour du confinement. Aujourd'hui, tu n'as pas d'obligation de résultat, mais tu pratiques toujours quand même. C'est-à-dire, tu fais encore des séances aujourd'hui, oui, par rapport au début. Tu fais toujours ce système de vous payez une fois et après on voit si ça va mieux ou pas ? Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que les gens étaient moins impliqués. Je te donne un exemple. J'avais un client qui avait arrêté de fumer. Et puis, il va en soirée, il se remet à fumer et il se dit, de toute façon, je retourne lundi chez Camille, c'est gratuit. Donc, en fait, il n'y avait pas cette implication. Donc, après, j'avais fait un système où la deuxième séance était beaucoup moins chère. C'était 20 € la deuxième séance. Et là, j'ai une dame qui me dit, oh non, 20 €, c'est pas assez cher. Non, 20 € je refume. Oh non, il faut que ça me fasse mal. En fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de payer un minimum pour qu'ils puissent s'impliquer. D'accord. C'est combien une séance ? C'est 90 €. 90 pour une heure ? Une demi-heure. Une demi-heure ? Et après, du coup, c'est moins en moins cher. Enfin, c'est moins cher après. En fait, la plupart du temps, je vois les gens qu'une seule fois. Donc, s'ils ont besoin de revenir, ça sera le même prix. Mais souvent, en une séance, déjà, on va nettoyer plein de choses. Tu as des retours de tes clients ? En plus, tu dis client, tu dis pas patient. C'est important. Ouais. Et tu as des retours ? Les gens te font des retours réguliers ou pas ? Parce que des fois, j'imagine qu'il y a un peu comme sur Internet, une majorité silencieuse des gens qui consomment mais qui ne disent rien. On ne sait pas. Alors effectivement, c'est le côté un peu frustrant. C'est comme les pompiers sur un accident de la route qui amènent la personne qu'ils ont sauvée à l'hôpital. Après, ils n'ont pas forcément de nouvelles. Nous, c'est pareil, on n'a pas forcément de nouvelles, si ce n'est qu'ils nous envoient du monde. Donc en fait, on le sait comme ça. Je viens de la part de telle personne parce que pour lui, pour elle, ça a super bien marché. C'est comme ça que je l'ai su et c'est comme ça que j'ai vu mon carnet de rendez-vous se remplir aussi à ce point-là, parce que les gens venaient par recommandation. Donc tu t'es lancée en auto-entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé, tu disais, à devenir formatrice ? C'est qu'il y avait une telle demande
que tu t'es dit, je vais commencer à former des gens? Alors, ce qui m'a surtout poussée, donc il y a ça, mais il y a aussi une personne qui m'a appelée, qui prenait des renseignements sur la formation où moi j'ai été formée. Et il donnait mon numéro de téléphone pour que je leur conseille de la faire parce que j'étais satisfaite. Et elle m'a dit « Oh, vous êtes vraiment gentille. Eux, ils n'ont pas beaucoup de temps à m'accorder. Ils me renvoient vers vous. Est-ce que vous accepteriez de me former ?» Donc, c'est elle, en fait, qui m'a donné l'idée. Et je me suis dit « Bah oui, c'est vrai que si je formais, je formerais différemment et je formerais à la technique que j'ai découverte. » Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à former en individuel. D'accord, donc pas de centre de formation, quoi que ce soit, c'était chez toi, j'imagine, peut-être. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu as grossi, tu as pu avoir peut-être un cabinet, puis des locaux à part? Voilà, aujourd'hui, on a des locaux avec plusieurs salles de formation et un cabinet. D'accord. Mais au départ, c'était à la maison. Tout le monde peut devenir hypnotiseur, et d'ailleurs, on appelle ça comment, un hypnotiseur? Oui, hypnotiseur ou praticien en hypnose. Praticien, d'accord. Mais Tout le monde peut le faire? Oui, tout à fait, tout le monde peut le faire, mais maintenant, c'est comme tous les métiers, il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres. C'est pas une question de don, c'est plutôt une question d'affinité avec le métier. Il y a des gens, raconter des histoires, ça leur convient pas, aider l'autre, c'est pas leur truc, donc il faut que ça vienne du cœur. Mais la plupart des gens, j'imagine, qui sont intéressés par ça, c'est peut-être pas pour l'argent, c'est parce qu'ils ont envie de donner du sens peut-être à ce qu'ils font au quotidien. Enfin, j'espère. Oui. C'est triste. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi que ce soit un peu pour l'argent quand même. Parce que ça reste une entreprise. C'est une entreprise où on n'est pas que praticien en hypnose. Il faut aussi trouver des clients, il y a aussi de la comptabilité, il y a de la communication. Et c'est parfois le problème des gens qui se mettent à leur compte, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte de tous les aspects du métier. Ça, c'est hyper important ce que tu dis. Quel que soit le métier, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent à leur compte. Je pense, alors on passe du coq à l'âne, mais dans le bâtiment. Sauf qu'il y a des gars, ils vont être super doués sur un chantier, enfin, ils ont de l'or dans les mains, mais comme tu dis, la compta, se faire connaître, etc., il n'y a rien, quoi. Et ça, c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment de la gestion d'entreprise. C'est pas donné à tout le monde de se mettre à son compte. Est-ce qu'on peut être praticien en hypnose salarié? Alors, on peut l'être avec du portage salarial. Je ne sais pas si tu connais le principe. Tu embaucherais en directement quelqu'un, en fait, ou Non, en fait, le portage salarial, c'est une société qui t'embauche, entre guillemets, qui te fait ta compta, etc., et qui se prend une petite marge au passage. D'accord, ok. Donc, c'est une manière d'être salarié, mais ça n'empêche que c'est quand même toi qui fais ta com et tout ça. D'accord, ouais, tu restes très autonome, mais les côtés administratifs qu'on ne veut pas faire, voilà, on les laisse de côté, quoi. N'importe qui, entre guillemets, peut devenir praticien en hypnose. Aujourd'hui, tu formes combien de personnes à la semaine, au mois, à l'année Alors, en général, une dizaine de personnes tous les 2 mois. Voilà. Après, tout le monde ne veut pas en faire son métier. Il y en a qui veulent faire ça pour eux, il y en a qui veulent faire ça en plus de leur métier, des infirmiers, des choses comme ça, des enseignants aussi qui veulent l'utiliser en hypnose conversationnelle. Donc, tout le monde ne s'installe pas forcément à son compte. Ouais, ça peut être un plus à utiliser dans son métier au quotidien. Exactement. C'est peut-être assez technique, mais est-ce que ça peut être utilisé à mauvais escient? Parce que là, on parle de gens qui veulent utiliser ça dans le cadre professionnel. J'avais vu un reportage une fois sur M6 qui parlait des gens qui faisaient ça dans la rue, c'est marrant, mais il y avait des déviations. Alors, je ne sais pas si avec cette méthode que tu expérimentes, est-ce que c'est possible? Mais est-ce que c'est un sujet, quelque chose que ça parle? Est-ce que tu te dis, lui, je le sens pas, je vais pas le former parce que je pense que c'est un filou et puis... Alors, on a déjà refusé à certaines personnes d'exercer parce que justement, mal intentionnés, des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du mal? Ça va dépendre de ce qu'on fait croire à la personne. C'est-à-dire que si on lui fait croire que c'est dans son intérêt, elle peut quand même le faire. Par contre, si son inconscient voit que c'est pas dans son intérêt, il va refuser, il va se bloquer et sortir d'hypnose. Il y a quand même un système d'autodéfense dans l'hypnose, en fait. Voilà. C'est pas parfait, c'est pas... Mais il y a des personnes très fragiles qui, elles, vont penser que ce qu'on essaye de leur faire croire est vrai. Et elles vont être des victimes de personnes mal intentionnées. C'est pour ça qu'il faut faire attention et bien choisir la personne avec qui on va faire la séance. C'est pour ça que je te demandais ça tout à l'heure, parce que l'hypnose, je parle d'une branche, d'une déviation, entre guillemets, de la psychologie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent aussi, je bascule, mais qui viennent se faire hypnotiser parce que c'est peut-être plus facile de se faire hypnotiser que de faire une thérapie sur plusieurs années où là, on va aller chercher des souvenirs douloureux, etc. C'est sûr.
C'est un petit peu le principe de t'amènes ta voiture pour une vidange, toi tu vas faire des courses pendant ce temps-là et puis tu récupères la voiture, le problème est réglé. Donc effectivement il y a ça. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de passer trop de temps à raconter leur malheur et à rester dans le passé, qui ont envie que ça aille vite. Donc oui, il y a tout à fait cette possibilité. Tu formes des gens, mais du coup tu formes potentiellement des concurrents. T'es OK avec ça ? Comment ça se passe pour toi ? Peut-être que tu leur fais signer quelque chose pour qu'ils ne s'installent pas trop près ou Il y en a plein dans ma ville, donc pas du tout. Ouais. Mais j'ai jamais vu mes collègues comme des concurrents. On fait même des choses ensemble. Quand il y a des salons du bien-être, je les invite sur mon stand pour leur faire leur pub aussi. Donc moi, je vois vraiment ça comme une force. Je pense qu'il y a tellement de gens qui vont pas bien qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois une recrudescence de la demande ? Ça vient tout seul, les gens appellent, c'est des contacts par mail Oui, il y a toujours de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent les séances. Donc oui, ça se démocratise. Même si je ne suis pas hyper OK avec tout ce qui se passe dans l'hypnose de spectacle, ça a permis de le faire connaître. Donc quand tu dis l'hypnose de spectacle, tu vises un peu ce qui est médiatisé, ce qui passe à la télé un petit peu Voilà, parce qu'il faut savoir que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc si on lui fait imaginer un crash d'avion, par exemple, comme on le fait dans certains spectacles, eh bien la personne, elle peut vraiment croire au fond d'elle qu'elle a vécu un crash d'avion. Et le jour où elle prendra l'avion, elle va peut-être être terrorisée, parce que dans sa tête, il y a une encoche qui dit qu'elle a vécu ça. Et tout le monde peut se faire hypnotiser ? Parce que là, on parle de tout le monde peut hypnotiser. Est-ce que tout le monde peut se faire hypnotiser ? J'avais fait une saison dans un camping et il y avait un gars qui venait et il testait un peu les gens avec un stylo, je ne sais plus trop ce qu'il faisait, mais il testait un petit peu. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc, ça va dépendre de quelle méthode. L'hypnose de spectacle, tout le monde ne se fait pas hypnotiser. C'est pour ça qu'il y a un test de réceptivité au début. Il faut avoir une certaine connexion avec celui qui va nous le faire pour que ça marche. Il faut avoir confiance. Maintenant, dans l'hypnose que nous, on fait en cabinet, les gens viennent volontairement, on ne les a pas obligés à venir, ils ont payé, donc ils sont tous là de leur plein gré et ils vont tous pouvoir être hypnotisés. On va rentrer un peu dans le dur, entre guillemets dans le dur. Donc, c'est pas de la médecine, il n'y a pas de convention ou quoi. Donc, tes sources de revenus, c'est tes séances. Aujourd'hui, ça va être les revenus liés à la formation. Tu écris aussi des livres ? Oui. On en parlait un petit peu. Est-ce que tu peux un peu détailler, sans entrer forcément dans le détail des montants, etc., mais ta répartition de revenus sur ces 3 sources de revenus, à moins qu'il y en ait d'autres, peut-être que je n'ai pas citées ? Donc effectivement, dans ceux que tu n'as pas cités, il y a les MP3 d'hypnose que je fais. Donc ces MP3, c'est des séances d'hypnose enregistrées que les personnes peuvent acheter en libre accès sur mon site. D'accord. Et puis, il y a, en plus de mes livres, il y a mes scripts. J'écris des scripts pour d'autres praticiens en hypnose. Et donc, tu me disais tout à l'heure, la séance, c'est 90 €. Toi, tu touches pas réellement 90 € sur une séance. C'est sûr. C'est sûr, oui, parce que je sens les trucs venir. On va dire sur 90 €, toi, dans ta poche, littéralement, en fin de mois, il y a combien si on met à part charges, etc. Déjà, il y a tout de suite la TVA qui s'en va. Ouais. Donc, on n'est plus qu'à 75. Et puis après, il y aura toutes les charges, etc. Donc, on aura moins de la moitié, c'est sûr. Ouais, donc faut quand même en faire un certain nombre pour que ça devienne bien rentable. Sur la formation, combien tu fais payer ça ? Combien ça peut, toi, te rapporter ensuite ? Donc, une semaine de formation, c'est 1 200 €. Et il y a 3 niveaux, donc les personnes peuvent en faire 1, 2 ou 3. D'accord, donc j'imagine un niveau peut-être débutant, novice, entre guillemets, et plus ça va, plus on avance. Et à chaque fois, c'est 1 200 € ? Oui. Et les livres ? Dans tout ça, tu me disais, quand c'était eu au téléphone, t'as commencé en auto-édition ? Tout à fait. Même en auto-édition, il y a peut-être une différence entre l'auto-édition et l'édition normale. Si tu peux expliquer un peu les différences de revenus liés à ça. Alors, l'auto-édition, c'est vraiment toi qui vas devoir faire ta com. C'est vendu que sur le site de l'auto-éditeur. Tu ne le trouveras pas à la FNAC et compagnie. Donc, tu vas en vendre moins. Par contre, tu as plus de marge. Par exemple, sur un petit livre à 10 €, j'ai 7 € de marge. Par contre, sur un livre édité, qui est vendu par exemple 17 €, tu as 1 € pour toi. Ouais, mais tu en vends beaucoup plus. Ouais. Et ça permet de faire connaître ta méthode, de te faire connaître toi. Donc voilà, je gagne plus avec l'auto-édition qu'avec l'édition, mais j'ai l'avantage que ça me fasse connaître. Oui, c'est un peu comme pas un billet d'entrée, mais un produit d'appel, on va dire. Oui, quelque part, ça me fait découvrir, oui. Il y a des clichés sur l'hypnose
ou sur les formateurs même aussi, parce que il y a un gros business de la formation aujourd'hui. C'est un vrai sujet. En plus, maintenant, on a avec l'État la possibilité de se former, faire des reconversions, etc. Il y a même, moi je trouve, des formateurs de formateurs, c'est-à-dire des gens qui vont vendre du rêve et en fait, ils vont juste apprendre à vendre de la formation. C'est quoi, toi, les clichés que tu aimerais un peu soit casser, soit au contraire appuyer Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de clichés autour de l'argent. Ouais. C'est un peu diabolisé, surtout dans le domaine du bien-être. Comme s'il fallait être dans le sacrifice quand on est thérapeute, alors que non, si on veut que notre entreprise fonctionne, il faut qu'elle fasse du chiffre, il faut qu'elle soit viable, il faut que je puisse payer mon URSSAF et compagnie derrière. Donc je pense que c'est le plus gros cliché en ce qui concerne notre domaine, c'est déjà ça. C'est OK de faire de l'argent et d'aider les gens. C'est pas forcément de l'argent qui est mal acquis et qui profite sur le malheur des autres. On est vraiment là pour aider. Pour te donner un exemple, au début, j'ai commencé à aider les gens en plus de mon métier. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en arrêtant mon métier, je pouvais aider plus de gens. Parce que l'argent qu'ils allaient me donner allait pouvoir payer mes factures. Tu allais pouvoir en vivre. Voilà, j'allais pouvoir en vivre. Donc en fait, c'est altruiste que de les faire payer parce que grâce à ça, je peux faire que ça. Et puis par rapport aux formations, alors oui, il y a eu plein de choses, notamment des arnaques avec tous les comptes de CPF et compagnie. Nous, on a décidé de ne pas être dans ce style-là, d'avoir des choses très strictes au niveau du contrôle qui nous obligent à respecter un programme à la lettre, alors que nous, on est vraiment dans l'interaction avec chaque groupe. C'est hyper important que la formation de ce groupe-là soit pas la même que l'autre, parce que je ne vais pas avoir les mêmes questions, parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce que chacun est différent. Donc ça nous laisse beaucoup de liberté pour nous adapter vraiment à ce que la personne peut faire. Et effectivement, comme dans tous les métiers, il y a des gens très bien, puis il y en a d'autres qui profitent un petit peu des gens. C'est hyper important ce que tu disais c'est pas un sacrifice. C'est hyper important, je trouve, parce que je pense qu'en France, vu qu'on a la chance d'avoir la sécurité sociale, les gens ne payent pas et ils se rendent pas compte en fait du coût que tout ça engendre, quoi. Donc c'est hyper important. Tu disais, il y a des professeurs qui viennent se former. Tu disais quoi d'autre, des infirmiers. Beaucoup de gens qui sont face à du public, du coup, j'imagine. Logiquement, c'est pas pour hypnotiser ses voisins. C'est beaucoup pour se perfectionner dans leur métier, ou alors c'est vraiment des gens qui sont hyper curieux des fois, parce qu'on dépensait 1 200 €, j'imagine qu'on veut un retour sur investissement au bout d'un moment, quoi. Donc à la fois c'est pour améliorer leur quotidien, pour avoir plus d'outils, parce que des fois ils se sentent un peu dépassés, mais en général c'est qu'ils ont un projet secret de se reconvertir d'ici quelques temps, et ils pensent aussi souvent à leur retraite. Ça leur fera un bon complément de revenus s'ils peuvent faire ça à la retraite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, on ne peut pas tous devenir non plus hypnotiseurs parce qu'on va se marcher les uns sur les autres au bout d'un moment, quoi. C'est sûr, c'est pour ça qu'il existe plein de métiers différents et qu'il y en a plein qui arrivent là sur le marché. Avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui vont être révolutionnées. Donc pour l'instant, les gens essayent des métiers qui existent et puis on va voir ce qui va se créer. Par rapport à la formation et à l'hypnose pure, faire des séances d'hypnose, qu'est-ce qui est plus rentable pour toi au quotidien ? Alors forcément, le plus rentable, c'est ce qui se passe en groupe, donc la formation plutôt qu'une séance individuelle. Et puis, le plus intéressant financièrement, c'est les revenus passifs, parce que tu peux être au bout du monde en vacances et tu vends quand même des MP3, tu vends quand même des scripts sans avoir besoin de quoi que ce soit. Sauf que les revenus passifs ne portent pas très bien leur nom, c'est-à-dire qu'il a quand même fallu les créer. Bien sûr. Et il a quand même fallu communiquer dessus. Si on ne communique pas dessus, ils ne se vendent pas. Donc, c'est bien, moi en tout cas, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce qu'il y a des mois où je vais vendre plus de MP3, des mois plus de scripts, des mois plus de formation, des mois plus de séances individuelles. Ça va dépendre. Des fois, c'est plus en entreprise. Ça dépend des mois. Et surtout, avec ce qui s'est passé avec le confinement, on était bien content d'avoir des revenus passifs alors qu'on ne pouvait plus recevoir les gens en présentiel. Est-ce que c'est pas compliqué ce numéro d'équilibriste où j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie qu'ils aillent mieux, forcément. Mais en même temps, j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui viennent à moi et pas à d'autres. Je veux continuer à vivre de ce métier. Donc comment on fait pour juger ? Parce que tu es obligé de te renouveler continuellement, en fait. C'est ça. Alors moi, déjà, je suis partie du principe que je me rendais accessible à tout le monde avec des choses gratuites sur les réseaux, sur YouTube. Il y a des séances gratuites. Il y a des séances à 10 €, il y a les séances individuelles à 90, etc. Donc déjà, je me suis rendue accessible
à tout le monde. Et j'essaye pas d'être différente des autres, j'essaie pas de me démarquer des autres. Je suis juste moi. Et je pense que je suis moi et j'aime ce que je fais. Et je pense qu'en fait, c'est ça la recette. Oui, tu penses que être soi-même, ça paye sur le long terme, entre guillemets, quoi. Pour faire simple, quoi. Je vais pas regarder ce que font les autres, par exemple. Je vais pas me comparer avec d'autres coachs ou d'autres praticiens en hypnose. Éventuellement, je vais plutôt regarder ce que font les acteurs, les sportifs. Je vais être assez curieuse parce que je trouve que c'est en regardant ce qui se passe ailleurs qu'on amène de la nouveauté dans notre domaine. Je te donne un exemple, si tu veux. Ah, bien sûr. J'avais une prof de sport qui était affiliée à un programme. Ce programme, tous les 3 mois, lui envoyait une nouvelle chorégraphie. Donc, c'était la maison mère qui envoyait les vidéos, etc. Elle était hyper contente parce que tous les 3 mois, elle n'avait pas eu besoin de le préparer. Elle avait un nouveau contenu à nous proposer. Et nous, les élèves, on était hyper contents parce qu'on avait ce nouveau contenu. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça moi aussi avec mes praticiens qui n'écrivent pas forcément leur script. Je pourrais tous les mois leur envoyer des nouveaux scripts. Eux, ils seraient super contents. Ça va agir sur eux. Et en plus, les clients, ils seront contents aussi d'avoir des nouvelles choses. Et donc, tu vois, c'est en m'inspirant de ma salle de sport que j'ai appliqué un peu la même chose pour mon domaine. Mais c'est hyper important. Tu t'es formé comme ça, sur le tas, parce qu'en fait, au début, donc, tu as débuté sur l'hypnose et puis tu t'es dit, je vais former les autres. Mais tu n'as pas eu de formation pour apprendre à donner de la formation. Non, pas du tout. Donc là, c'est freestyle total. C'est ça. Et tu as appris au fur et à mesure. De même que tu me parlais de revenus passifs, etc., tu as appris sur le tas. C'est vraiment des affaires, hein, littéralement. C'est vraiment comme ça que tu as appris. Voilà. En fait, l'idée des MP3, c'est je gravais sur un petit CD une séance pour offrir à mes clients. Oui, parce qu'il y a 15 ans. Il faut se remettre dans le contexte quand même. Hein, ouais. Et donc, ils trouvaient ça super. J'aimerais bien en avoir un autre, etc. Donc, je fabriquais mes petits CD au début. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire des MP3. Je vais leur offrir le premier. Puis, s'ils en veulent d'autres, ils iront sur le site. C'était un petit peu leur première dose de drogue, tu vois. Ouais. Ils ont eu envie après d'en acheter d'autres. Concernant les scripts, en fait, les livres au début, c'est que j'ai un client sourd en cabinet qui ne pouvait pas entendre ma séance. Donc, il lisait sur mes lèvres. C'était pas très simple. Donc, j'ai eu l'idée de lui faire par écrit. Et comme ça a bien marché pour lui, je me suis dit, après tout, ça marchera sur tout le monde. Et là, j'ai commencé à mettre en vente des livres. Et puis, ces livres, après, ça m'a donné l'idée de faire des scripts et de les mettre en vente aussi. Donc, tout est venu petit à petit, en fait, avec des occasions. D'accord. Il y a eu des moments durs ? Oui. Donc, il y en a eu plusieurs au cours de ma carrière. Le plus récent, c'est à peu près 2023. Après le Covid, guerre en Ukraine, on avait embauché 9 personnes. Donc 9 personnes parce qu'on avait énormément de demandes. Avec le confinement, les gens étaient chez eux, ils avaient du temps, ils pouvaient se former à distance. Et puis après, tout est retombé comme un soufflé. Donc il a fallu nous séparer des personnes qu'on avait embauchées. Ah oui. Donc on est passé juste avant de les embaucher où je gagnais énormément ma vie et je me suis dit j'ai envie de partager ma richesse avec plein d'employés. On n'avait plus du tout d'argent pour nous. Il fallait d'abord payer les employés. Et donc, on a sauvé l'entreprise en se séparant d'eux. Oui, pas le choix. C'est des vraies problématiques de gérant d'entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un gérant d'entreprise qu'un hypnotiseur pur ou oui, qu'un carrément. formateur. Ouais. 10% d'hypnose, même pas, et tout le reste, c'est... Tu pratiques quand même quelques séances pour garder la main un petit peu ? Oui. Mais même la formation, tout ce qu'il y a à faire à côté, c'est énorme, en fait. Tout ce qui est communication, je passe mon temps à faire des posts Instagram, des conférences, des salons. Il y a plein de choses à faire à côté. C'est non négligeable ? C'est impossible de faire sans, les réseaux ? Aujourd'hui, c'est compliqué de ne rien faire pour se faire connaître. De compter que sur le bouche à oreille, c'est très compliqué. Maintenant, après, tout dépend de la vie qu'on a envie d'avoir. Il y a des personnes, avoir 1 000 € par mois, c'est très bien pour elles et c'est OK. Chacun a un objectif de vie différent. Moi, ce n'est pas le cas, donc je me donne les moyens d'obtenir ce que je veux. Justement, en termes de revenus, si on pouvait avoir une fourchette à peu près en revenus, parce que j'imagine, vu que tu es à ton compte, c'est pas lisse sur l'année, mais si à peu près par mois, ce que ça peut représenter ? Alors, avant que j'embauche des gens, j'étais à 27 000 € par mois. Par mois, d'accord. En net ? Ouais. Quand je les ai embauchés, je suis descendue à 8 000. Et puis, quand ça n'a pas été, je suis descendue à 0.
Ouais. Là, on est remonté à 6 000 et on se prend des primes quand c'est OK. Ouais, tu sur la boîte en fonction, Voilà. tu peux te permettre, quoi. La communauté, ça s'entretient. C'est très bienveillant comme monde, ça me fait penser vraiment au monde du développement personnel. Mais moi, ce qui me dérange dans le développement personnel, c'est qu'on responsabilise beaucoup les gens. C'est pas la démarche de l'hypnose. On peut... Enfin, je parle sous ton égide, du coup, tu me dis si oui ou non, mais on peut tenter de se faire hypnotiser et que ça ne marche jamais et ça ne sera pas de la faute de la personne, c'est juste que ça n'a pas pris. Ou c'était peut-être pas le bon praticien aussi, d'ailleurs. Oui, ça peut être le mauvais praticien pour la personne, ça peut être le mauvais moment de sa vie, ça peut être la mauvaise demande. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle veut arrêter de fumer, mais la cigarette, c'est ce qui lui permet de tenir en ce moment parce que sinon, elle se jetterait sous un train. Donc, c'est peut-être pas ça l'urgence. Et puis, peut-être qu'elle a besoin d'une autre séance. Enfin, il peut y avoir plein de raisons derrière. Et c'est pas forcément de sa faute si ça ne marche pas, effectivement. Une recrudescence, non, les fumeurs, c'est peut-être fini maintenant, on en parlait. De moins en moins. De moins en moins. Oui. Bah, quand je vois les prix du paquet, tant mieux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aborder sur le sujet de l'entrepreneuriat, peut-être? C'est vraiment ça qui te touche et c'est ça aussi qui nous intéresse. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est très important, je pense. Je ne suis pas un voleur parce que je fais payer les gens et parce que c'est quelque chose qui leur fait du bien. C'est hyper important. C'est ça. Et puis, c'est important aussi la qualité de vie que tu as. Parce que si tu ne te respectes pas, si tu pars jamais en vacances, si tu es tout le temps inquiet financièrement, en fait, ça va se ressentir dans la qualité des séances que tu proposes. Si tu fais des communications par la peur du manque, ça se ressent. Alors que si tu vas bien, si tu as pu te reposer, si tu te respectes en prenant pas trop de clients parce que tu gagnes suffisamment bien ta vie et que tu fais du travail de qualité, c'est un cadeau que tu fais aux gens. Donc, vouloir brader à tout prix, on a un élève, par exemple, qui a voulu se mettre à 20 € la séance, il a vite fait faillite et il faisait pas quelque chose de qualité. Donc, c'est hyper important de penser à la qualité de vie et la qualité de nos prestations aussi. Ouais, puis assumer son prix, en fait. Parce que j'avais un ami qui s'était lancé photographe et il y a la concurrence aussi. C'est pas simple parce qu'il y en a d'autres qui peuvent casser le marché. Donc, il faut s'insérer là-dedans. Il y a une grosse concurrence dans le monde de l'hypnose. Alors, il y a du monde, mais moi, je ne vois pas ça comme de la concurrence et je ne regarde pas les prix des autres. Parce qu'en fait, la grosse erreur, c'est de voir quel prix font les autres et je vais m'aligner. Ça, c'est vraiment pas ce que je conseille de faire. C'est quelle vie tu veux avoir, combien tu veux gagner. Et en fonction de ça, qu'est-ce que tu dois faire pour le gagner ? Et c'est ça qui va déterminer ton prix de séance. Moi, je me suis rendu compte que si j'étais en dessous de 90 € la demi-heure, c'était pas cohérent avec la vie que je voulais avoir, avec tout ce que je proposais. Donc, c'est ça qui est important. C'est toi, qu'est-ce que tu veux, quelle est la valeur que tu donnes à ce que tu proposes. Ça peut peut-être être à double tranchant parce que, admettons, là, on part à 90 € la séance. Bon, on va dire, on est dans la même ville. Je vais sur Google, je tape hypnotiseur de telle ville, je vois toi 90 et puis je vois l'autre 70 par exemple. Globalement, moi, ça marchera de la même manière. Je vais peut-être avoir tendance à aller voir celui qui facture le moins cher, entre guillemets. Donc toi, comment tu fais pour te démarquer aussi, pour tirer ton épingle du jeu ? Je ne cherche pas à me démarquer. C'est comme les hôtels, tu sais, quand tu vois un hôtel en bord de route à 34 € la nuit, tu te doutes que les toilettes vont être communes avec tout le monde dans le couloir et que ça va pas être terrible comme nuit. C'est pareil. En fait, le prix, c'est aussi un gage de qualité. Donc, alors des fois, c'est pas le cas, mais souvent, c'est quand même un gage de qualité. Donc, si la personne n'a pas les moyens de mettre 90 € pour moi et qu'elle les a pour quelqu'un d'autre, c'est très bien. Moi, j'ai assez de monde de toute façon, donc je cherche pas à baisser mes prix. Je pense pas que ce soit quelque chose de positif de tirer les prix vers le bas. C'est comme les discounters, etc. Ou les restaurants, on est en train de tuer tous les bons restaurants. Moi, je tire vers le haut. Ouais, c'est assumé comme stratégie de se dire, voilà, mon prix c'est tant. Et puis, ça filtre peut-être aussi les gens qui sont peut-être plus ou moins engagés. Parce que c'est vrai que si la personne, elle est dans la démarche de chercher un prix, ça sera pas forcément... Ça va peut-être moins marcher aussi. Voilà, ça filtre. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai aussi des choses gratuites. Donc, si vraiment ils ont envie de faire quelque chose avec moi, ils ont du gratuit aussi disponible. Et d'ailleurs, je vois souvent des gens qui ont commencé par YouTube, puis les séances à 10 €, puis les séances collectives à 25, puis à 90, et puis elles ont fait la formation. Donc, elles sont venues palier par palier pour atteindre le dernier niveau. D'accord. Tu
C'est quoi tes plus grosses fiertés d'ailleurs, si on peut en parler? Mes plus grosses fiertés, c'est de voir des gens à qui j'ai redonné le moral, qui ont eu à nouveau une envie de vivre alors qu'ils l'avaient perdu. Donc ça, c'est ma plus grosse fierté. Il n'y a pas des choses qui t'ont touché? Parce que tu as dû entendre peut-être des choses très dures à entendre. Alors on reste humain, on est touché. Des fois, il y a des résonances avec notre propre histoire. Par exemple, cette maman dont le fils s'est fait écraser par un train, qui était dans la même école que ma fille, forcément, tu as envie de rentrer le midi pour aller voir ta fille et voir qu'elle va bien, quoi. Donc oui, il y a des choses qui sont touchantes, mais tu apprends aussi à prendre du recul et à te dire, de toute façon, moi j'ai fait mon job. Je peux rien faire de plus pour cette personne. Elle a vécu ce qu'elle a vécu et j'ai fait mon maximum. Et dans ton cas, quand on a un métier qui peut être prenant émotionnellement, est-ce que c'est pas dur d'être impliqué dans son métier, qu'en plus on est à son compte et on a d'autres gens qui dépendent de soi? Je m'explique. Tu es en train de faire ta séance, quelqu'un est en train de te raconter une histoire très touchante ou qui t'implique émotionnellement. Mais à côté de ça, tu penses pareil. Comment je vais réussir à payer mes salariés? Comment je vais réussir à faire ci, à faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait pour continuer à être bon dans son métier alors qu'on a en plus les problématiques du chef d'entreprise? Donc ça, c'est ce qu'on apprend en commerce. C'est que le client est là, tu souris et tu mets de côté tes problèmes perso. Moi, ça m'est arrivé entre 2 clients d'avoir les huissiers qui débarquent. Et le client d'après, je lui ai fait un grand sourire et j'ai mis mes problèmes d'huissier de côté pour pouvoir être pleinement là. Ça m'arrive aussi d'avoir ma pensée qui s'évade. Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ah non, Camille. Ce client-là, il a le droit à autant d'énergie que le premier de ce matin. Donc, je me recentre, je me réaligne parce que je dois me focaliser sur lui. Le fait de connaître l'hypnose, ça t'aide peut-être aussi à te concentrer plus facilement? Oui, c'est sûr que ça me sert aussi parce que quand je fais une séance à quelqu'un, moi-même, je suis en hypnose. D'accord. On parle de concentration. On vit dans une société où on est surstimulé. Est-ce que c'est compliqué de concentrer les gens en 2025? Alors, c'est compliqué, si on ne parle pas d'hypnose, c'est compliqué effectivement de rester attentif longtemps. Ils ont besoin de stimulation sans arrêt, d'émotions positives, négatives à la suite, comme on trouve sur TikTok par exemple. Donc effectivement, il y a un déficit de l'attention qui rend les gens un peu malheureux et qui fait beaucoup de dégâts en amour. Pourquoi? Parce que les gens ne supportent plus de vivre un long fleuve tranquille avec l'autre. Ils s'ennuient. Ils ont envie de haut, de bas, de disputes. On se réconcilie, etc. Est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as commencé? Donc, tu as commencé il y a plus de 15 ans. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution, justement, alors que ce soit les gens que tu reçois en rendez-vous ou des gens que tu formes, peut-être aussi? Donc, je vois une évolution notamment au niveau de l'amour et au niveau aussi de l'individualisation. Les gens se recroquevillent beaucoup sur eux-mêmes. La solution que beaucoup ont trouvée, c'est je vais m'isoler. Je vais rester célibataire, comme ça, je souffrirai plus en amour. Je vais arrêter de voir mes amis, comme ça, plus personne ne me trahira. Et en fait, les gens, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Et au lieu d'essayer à nouveau, ils évitent les situations qu'ils ont déjà connues. Donc ça, c'est quelque chose de plus en plus répandu. D'accord. Tu parles d'amour. Les gens viennent se faire hypnotiser pour moins souffrir? Alors, ça peut être pour moins souffrir. Ça peut être parce qu'ils en ont marre d'être célibataires. Et là, ils le reconnaissent. Ça peut être pour d'autres raisons, mais en fait, on se rend compte que ce qui est caché derrière, c'est une grande solitude. Par exemple, toutes les dépendances. Moi, je dis souvent que les dépendances, c'est une tentative de réparation de liens relationnels. C'est-à-dire que j'ai coupé les liens, par exemple, avec mes parents toxiques, comme c'est la grande mode en ce moment, sauf que ça me manque, en fait. J'ai besoin de parents. Et donc, la solution, c'est de couper les liens pour ces personnes-là, mais ça ne les répare pas. C'est vraiment basé sur la psychologie. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant de psychologie. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui se font hypnotiser de combiner ça avec une autre thérapie, une autre forme de thérapie à côté? Alors, je les laisse libres de le faire. Je ne leur conseille pas forcément, ça dépend des cas. Il y a des cas où ils ont vraiment besoin d'aller voir un psychologue. Mais pour le reste, je les laisse libres. Nous, on fait très attention à tout ce qu'on dit aussi, comme on n'est pas médecin. On n'arrête jamais un diagnostic, on ne va jamais dénigrer les médecins ou les psychologues. Voilà, on laisse la porte ouverte pour qu'ils puissent y aller. D'accord. D'autant plus que les gens
j'imagine, sont procéduriers au possible, je sais de quoi je parle. Ça t'est jamais arrivé d'être mis en cause, peut-être? Des gens qui sont pas contents, ou moi ça n'a pas marché, je te poursuis, ou Non, parce que c'est très clair que je n'ai pas d'obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens, c'est-à-dire que je dois faire mon maximum pour qu'il puisse aller le mieux possible. Mais après, ça dépend pas de moi, en fait, ce qui va se passer. Et même chose pour les gens que tu formes? Personne ne t'a poursuivi, ou tu n'avais pas eu de soucis avec des gens que tu as formés, ou Non. Après, il y a des gens pour qui ça marche super bien et d'autres pour qui ça marche moins bien au niveau de l'installation. Mais faut être entrepreneur, hein, comme je disais tout à l'heure. Il faut être entrepreneur dans l'âme. Il faut oser se montrer sur les réseaux. Il faut faire ce qu'il faut, en fait, pour avoir du monde. Si demain, je veux me former à l'hypnose et ouvrir mon cabinet, je viens me former dans ton institut. On peut le trouver, on peut le nommer peut-être Oui, c'est le groupe Sagesse. Groupe Sagesse, donc ça s'écrit S-A-J-E-C-E. D'accord. Et c'est sur Cholet. Sur Cholet, ok. Est-ce qu'il faut en parallèle aussi se former pour être chef d'entreprise ou avoir des bases? Alors, ou un bon comptable? Oui, ça, un bon comptable, c'est sûr, il faut en avoir un. C'est vraiment quelqu'un qui est dans notre équipe. Après, se former, attention aussi à tout ce qu'on trouve. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui se forment au marketing et on leur raconte tous les mêmes choses. Faut se spécialiser, faut faire ci, faut faire ça. Et ils oublient complètement la personnalité de chacun. Donc attention aussi à ne pas rentrer dans des cases. Moi, je ne suis pas d'accord pour se spécialiser ou être monoproduit. Ça serait trop dommage d'être monoproduit. On a un client qui vient pour un produit, il est super satisfait et tu n'as plus rien à lui vendre derrière. C'est trop dommage. C'est beaucoup plus facile de fidéliser un client que d'en trouver des nouveaux. Donc avoir un seul produit, c'est vraiment pas ce qu'on conseille. D'accord. On parlait du déficit de l'attention. Est-ce que c'est vrai pour les gens que tu formes? Du coup, est-ce que c'est de plus en plus compliqué ou pas de former des gens? Alors, comme moi, je lis le langage non verbal, j'arrive à voir au moment où ils commencent à en avoir marre, ils commencent à s'ennuyer, à plus être trop là. Et donc, je vais changer d'exercice. Je vais faire en sorte, là, à 16h, il n'y a plus personne. Ils sont tous en train de penser à autre chose. Allez, je vous fais une séance d'hypnose. Donc, j'arrive à voir justement à quel moment il faut que je change d'exercice, à quel moment ils en ont marre d'écouter, il faut qu'ils passent à l'action, il faut qu'ils fassent de la pratique. Ça m'aide beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a du coup, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vas aborder sur l'entrepreneuriat, des choses qu'on dit jamais ou des conseils pour des gens qui aimeraient se lancer peut-être? Alors, le conseil, c'est de pas forcément écouter les conseils des autres. D'accord, ça commence bien. Ça commence bien, hein. Parce que moi, je suis un peu tombée dans le panneau aussi quand j'entendais des coachs qui disaient une entreprise, ça doit grossir, et puis la suite logique, c'est d'embaucher. Embaucher pour déléguer. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que déléguer, c'était déléguer tout ce que j'aimais faire. Et que je me retrouvais juste à gérer du personnel, mais je faisais plus ce que j'aimais. Je n'étais plus en contact avec mes clients. Et en fait, c'est pas du tout ce qui me correspondait. Donc, gagner plus pour déléguer, ça peut correspondre à certains. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce qui me correspond. Donc, attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux. Écoutez-vous. Et plus n'est pas forcément mieux. C'est-à-dire que des fois, nous, on gagne moins que quand on avait tous les employés en chiffre d'affaires, mais on est beaucoup plus rentable. Donc, c'est pas le plus gros chiffre d'affaires qui compte. C'est qu'est-ce qui te reste à la fin du mois dans tes poches. Oui, bien sûr. Et puis, quelle est ta qualité de vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Tout ça, c'est hyper important. Et l'autre conseil, c'est la résilience. Parce qu'on a envie d'abandonner tous les 4 matins quand ça ne marche pas comme on veut, quand on a les factures qui s'accumulent. Et on se dit, comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Et on a tous les amis salariés autour qui nous trouvent fous d'avoir osé. Donc, on se dit, peut-être que finalement, ils avaient raison. Donc, c'est important de s'entourer aussi de personnes qui sont entrepreneurs parce qu'elles ont une autre vision des choses et elles vont nous comprendre. Et ça, c'est hyper important. Savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a toujours des solutions. Donc pour moi, voilà, la persévérance, c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai fait 2 faillites avant de faire ça. Ouais. Avant de te lancer dans l'hypnose? Ouais, j'ai fait la faillite de mon premier magasin de jouets et j'ai fait une autre faillite un peu plus tard. Et la 3e, ça a fonctionné. Après, en France, c'est pas trop valorisé, hein, l'échec. Alors, il y a toujours un peu
le cliché aussi en Amérique ou en Angleterre ils peuvent se planter X fois et c'est très bien. Bon, je pense pas que ce soit trop bien vu non plus, mais c'est important. L'échec, ça reste aussi un apprentissage au final. C'est ça. Ça m'a permis de grandir, de comprendre plein de choses. Et c'est pas une honte, en fait. J'ai essayé ce que plein de personnes n'ont pas essayé, n'ont pas eu le courage d'essayer. Je pense que pour être heureux, il faut avoir du courage. Et pour réussir son entreprise aussi, il faut avoir du courage. Notre banquier nous disait qu'il n'aurait pas eu notre courage de prendre les risques qu'on a pris. Notre comptable nous a dit la même chose quand ça allait pas bien. À notre place, il aurait arrêté l'entreprise. Mais nous, on voulait pas. On voulait y aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, puis peut-être que tu sentais que c'était là ta place. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être moins sécurisant. Et je pense qu'en France, on aime quand même la sécurité du salariat. C'est vrai que j'ai pas de chiffres, mais je pense qu'on est majoritairement salarié et on aime la sécurité. Et je pense que tout parent peut dire à ses enfants, généralement, sois salarié et au moins tu n'auras pas de problème, quoi. Enfin, je sais pas, tu me disais tu as une fille, peut-être que tu as envie qu'elle soit salariée, je sais pas. J'ai une fille qui est devenue entrepreneur à 18 ans. Donc, j'ai 3 filles, mais il y en a une qui est devenue entrepreneur. Donc, se lancer à son compte, oui. Savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour l'argent ? Est-ce que c'est pour la passion, plutôt ? Je pense qu'il faut la passion à la base, mais il ne faut pas négliger le côté la vie qu'on veut avoir, donc l'argent, forcément. L'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même hyper agréable de se coucher le soir sans se demander comment je vais faire pour payer mes factures demain. Ça fait partie du bien-être. C'est un luxe que de moins en moins de gens, malheureusement, je pense, peuvent s'offrir. Est-ce que, pour faire un peu de publicité, entre guillemets de publicité, sur tes réseaux, donc sur Instagram, c'est Camille.Griselin. C'est ça. Donc Griselin. Tes livres qu'on peut retrouver sur ton site. Si on tape Camille Griselin sur Google, on va te trouver. Dans la Fnac, Amazon et compagnie. On te trouve aussi à la Fnac ? Oui. Merci Camille d'être venue jusqu'à moi à La Roche-sur-Yon. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin au cliché qui l'entoure ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.